Merci. Je suis très heureuse vraiment d'animer cette table ronde. On dira la dernière, mais pas la moindre. Sur la question vraiment de l'implémentation, c'est une question qui est extrêmement importante aujourd'hui et qu'on n'aborde pas suffisamment en France. Avec les collègues chercheurs européens, on dit souvent, en ce qui concerne la psychiatrie et la santé mentale, aujourd'hui, on sait à peu près ce qui fonctionne, on sait à peu près ce que les usagers souhaitent. La plus grosse difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place les recommandations, on n'arrive pas à mettre en place les choses de façon large et générale. Donc, on est nombreux sur cette table ronde. On souhaitait vous faire part d'expériences d'implémentation dans différents contextes, avec différents types de professionnels, pour essayer de comprendre un petit peu quels ont pu être les leviers et les barrières du développement de ce type de dispositif dans leur contexte. Donc, on peut commencer peut-être par Monsieur Ordener, qui est travailleur social et médiateur en santé à Marseille à la PHM. Bonjour à tous. Je tiens à signaler que je devais être en compagnie de ma collègue Elsa Casto, qui est médiatrice de santé, mais qui n'a pas pu se déplacer. Donc, on va faire l'intervention à deux. Je vais essayer de faire ça tout seul. Donc, veuillez m'excuser si des fois il peut y avoir quelques manquements. Et j'espère être le plus fidèle possible à sa parole. Donc, je suis Nicolas Ordener, je suis médiateur de santé dans une équipe mobile à Marseille. Donc, en gros, on fait des maraudes dans la rue auprès des personnes atteints de troubles psy ou alors en grande précarité, donc pour faire de l'accès au droit aux soins. Et mon diagnostic principal, c'est d'être aussi éducateur spécialisé. Donc, du coup, pour commencer sur l'implémentation du coup des DAP, en fait, ça a commencé lors du début de l'étude sur les directives anticipées, où en fait on est tout simplement allé voir le département de l'information médicale une fois qu'on avait justement un document dont a montré Madame Lefebvre ce matin. Et en fait on l'a tout simplement inscrit en tout cas dans le dossier patient. Alors on a eu un peu les mêmes soucis que monsieur alors Brice, du coup, j'ai pas le nom mais c'est Brice. Par rapport à justement quelle place peut avoir justement les directives anticipées, étant donné que ce n'était pas du tout dans les plans de soins, ce n'était pas du tout connu des services soignants, ni des patients, ni même de nous-mêmes par moment. Donc on se mélange un petit peu les pinceaux au début en tout cas. Mais en tout cas, ça a été un premier pas de fait. Et paradoxalement, enfin pas paradoxalement, plutôt en complément, et ça tombait plutôt bien, c'est qu'il y a le ministère... Alors, le ministère des Solidarités et de la Santé qui justement parle des directives anticipées dans l'article R11-42 au point 1G, pour ceux qui veulent lire les livres de droit, c'est hyper passionnant, où ça parle de justement les données relatives aux directives anticipées mentionnent voilà, donc le dossier médical partagé contient, excusez-moi, les données relatives aux directives anticipées mentionnées par l'article L111-11, donc qui est la loi sur les directives anticipées fait pour la fin de vie. Et en fait, notre action s'est menée en parallèle avec cette idée de directive anticipée. Pourquoi c'est non? Et on a reparlé encore pendant toute la journée. Pourquoi directive? C'est parce qu'en fait, oui, ça, en effet, ça parlait aux personnes. Et en fait, on a trouvé que l'idée pouvait parfaitement se calquer avec la psychiatrie. Donc en fait, on s'est pas gêné, on n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Et en fait, on s'est un peu calqué sur le modèle des directives anticipées de fin de vie pour justement essayer de monter une philosophie autour des directives anticipées, mais cette fois en psychiatrie, autour du droit. Voilà, donc ça c'était une première étape dans l'implémentation. Donc auprès du dossier médical partagé pour le coup. Donc on a pu ensuite faire la rédaction des directives anticipées sur, alors nous c'est CIMES, c'est le dossier informatique qui s'appelle CIMES, donc on a une icône où toutes les personnes ont accès, en tout cas du personnel médical, ont accès à ces directives anticipées. Donc on essaie de faire un maximum de prévention au sein de la PHM pour que les personnes les remplissent, pardon. Et notamment, c'est dommage que ma collègue Elsa ne soit pas là, parce que c'est elle qui est référente pour l'instant, en tout cas, de la rédaction. Et à ce jour, je crois qu'elle a rempli une trentaine de directives anticipées au sein de la PHM à Marseille,
ce qui est quand même un petit pas, mais c'est une avancée. Elle est pour l'instant seule, mais ça commence à prendre en tout cas un ancrage du côté marseillais au sein de la fonction publique, qui est quand même une notion assez importante. Euh, Ça, c'était donc, dans le premier article du texte de loi. Il y en a un deuxième, c'était sur l'accès, donc du coup, à ce dossier médical, où paradoxalement, au sein de la PHM, en fait, les médiateurs de santé, comme on en parle, n'ont pas de statut de médiateur de santé. C'est-à-dire qu'on les considère comme agents administratifs. On a même eu, c'était agent d'entretien, on a eu, c'était des trucs complètement absurdes. Donc du coup, en fait, ils ne sont pas reconnus. Donc moi, je veux bien qu'on promouvoie une action de direction anticipée, etc., un outil, le faire valoir, ce qu'en fait, en général, ça tient sur des... Il y a des personnes derrière, il y a des professions, il y a des compétences. Et quand c'est un agent administratif qui présente des directives anticipées officiellement à notre institution, eh ben, en général, on rit un peu au nez, quoi. Et donc, du coup, les médiateurs de santé sont assez exposés, assez régulièrement, par rapport à cette question-là. Et je pense que c'est une question quand même qui pourrait rester prioritaire et auquel on pourrait refaire un débat là-dessus. Et donc du coup, Elsa n'a pas accès en fait. Moi j'ai accès parce que je suis éducateur, donc je suis ASE, agent de service éducatif, au sein de la fonction publique, mais Elsa, qui est médiatrice de santé, n'a pas accès. Donc ça c'est déjà un point. Et il y a aussi un deuxième point qu'on voulait aborder avec Elsa, c'était parce que ce matin on parle beaucoup de droit, de droit, jamais de devoir. Et ça c'est une notion qu'on ne parle jamais. Or, toujours dans ce texte, pardon, excusez-moi, à l'article R 111-47, à l'article 2, pour ceux qui ont le texte sous les yeux, je ne peux pas le dire autrement. C'est une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accepter à son dossier médical partagé, il ne peut s'opposer, sauf motif légitime, à ce que celui-ci verse dans son dossier médical partagé des données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. En gros, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier est validé, il est validé. Et en fait, c'était l'idée des directives anticipées, et c'était un peu sous le plan, comme ça se passe en Grande-Bretagne notamment, et même dans les pays anglo-saxons, où le droit n'est pas du tout le même. En France, on est sur le droit romain, donc c'est une chose, et sur le droit du Commonwealth, c'est autre chose. C'est beaucoup parlé sur le contrat, en fait, qu'on passe. Et quand on a rencontré des personnes de la psychiatrie en Angleterre, notamment, ils parlent de clients, en fait. Donc nous, en France, ça choque. Mais en fait, pourquoi pas C'est-à-dire qu'on a un compte à rendre quelque part et un devoir à rendre auprès des gens, un devoir de qualité, un devoir d'éthique, un devoir de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, nous professionnels, on a un devoir à rendre, mais aussi les personnes qui utilisent ces directives anticipées, et moi y compris parce que j'ai fait mes rédactions, j'ai un devoir envers moi-même aussi par rapport aux autres et par rapport à moi-même. Il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Donc ça, c'était une deuxième étape de l'implémentation. Ensuite, une troisième étape, c'est l'implémentation, passe par la reconnaissance des médiateurs de santé, parce qu'on a vu dans l'étude qu'Aurélie Tennant nous a présentée ce matin, qu'en fait, les médiateurs de santé avaient une autre relation avec les personnes concernées. Donc du coup, on avait directement accès à des relations, à un mieux-être. Lola a été le parfait exemple, je pense, pour justement dire qu'au final, les médiateurs de santé, même que ce soit infirmière, personne de confiance, on a quand même notre rapport. On partage des choses. Certes, on peut avoir un vécu commun comme on ne peut pas avoir de vécu commun. Et même des fois, moi, ça m'est arrivé une personne qui m'a dit « je n'ai pas envie de parler à un fou ». Il avait tout à fait le droit. Et donc, du coup, à ce moment-là, il s'est dirigé vers les personnes qui voulaient. Mais en tout cas, à travers cette étude des directives anticipées, on a pu avoir le recueil du consentement. Ça, on pourra encore en faire une thèse, mais on n'a pas le temps. Donc en gros, ça serait ça. Ça serait la reconnaissance des médiateurs de santé déjà, justement pour implémenter les directives anticipées dans les institutions et autres institutions, parce qu'on parle beaucoup d'hospitaliers psychiatriques, mais on a parlé aussi un tout petit peu d'autres maladies ou autre chose. Enfin, ça peut être aussi, pourquoi pas aussi au niveau du droit, pourquoi pas par rapport à, moi j'en sais rien, par rapport à d'autres champs qui ont un peu rien à voir avec l'affaire, pourquoi pas. Ensuite, c'est un outil de droit et non pas thérapeutique, vraiment. C'est-à-dire que nous, on axe ce travail-là sur un outil axé sur le droit commun, qui est notamment le Code de la santé sociale et des familles, de l'action sociale et familiale, pardon, et du Code de la santé. Donc, c'est deux textes
prioritaires, mais après il y a d'autres textes de loi constitutionnels qui vraiment englobent l'ensemble, et en fait même pas on les cite plus. Par exemple, se faire soigner par une personne dont on a envie, c'est un droit institutionnel et qu'on ne peut pas en fait refuser. Parce que souvent on a parlé de sectorisation, etc., alors qu'en fait c'est quelque chose qui est complètement illégal. Voilà, donc c'est plutôt une tambouille administrative, par exemple à Marseille pour les personnes SDF qui, admettons, on leur repère en centre-ville, on les envoie dans les quartiers nord parce qu'ils sont nés en janvier, par exemple, le 5 janvier. Et donc du coup, donc ils doivent aller aux Imailles Marseille, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est très vaste. Je suis désolée Nicolas, il te reste peu de temps. C'est bon, j'ai fini, j'arrive. Voilà. Donc du coup, voilà, donc ce devoir-là, donc c'est le devoir de prévenir les personnes concernées, ce que les directives aussi anticipées impliquent en les faisant, en disant oui c'est bien beau cet outil-là, ça va peut-être vous aider à être mieux dans votre vie, dans votre parcours, etc. Mais aussi derrière, il y a un devoir de respecter ces directives. Exemple, je me fais hospitaliser, je remplis mes directives, sachant que les directives qu'on a remplies ont toujours été faites avec le consentement et quand la personne avait son consentement éclairé, ne s'est jamais fait en situation de crise. Ça, c'est une chose très importante à avoir en tête. Ça ne s'est jamais fait lors d'une crise. Alors, on a essayé une fois, c'était complètement... bref, voilà, c'était très compliqué. Et donc, du coup, il faut aussi que ces personnes, qu'ils ont le devoir, que ça entraîne, que ça peut entraîner sur leur parcours de vie et leur parcours de soins, qui sont évidemment liés. Donc, en gros, pour récapituler, et je termine sur les deux mots, voilà. Donc, en gros, le droit, ça permet, certes, de responsabiliser, mais le devoir, ça permet d'une reconnaissance. Et ça, il ne faut pas oublier qu'on est tout un chacun avec des droits et des devoirs. Et même si on est usager de la psychiatrie, patient, tout ce qu'on veut, on a des devoirs envers nous-mêmes et envers l'institution. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Et ensuite, pour répondre à Madame Horde de Caria ce matin, oui, en effet, il faut légiférer, à mon avis, tout à fait les DAIP. Il n'y a aucune raison à cela, aucune barrière en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît bizarre, je vois qu'on me dit oui, mais souvent on me dit directive anticipée, on pense aux directives anticipées de fin de vie, etc. Sauf qu'en fait, la différence profonde, c'est que les directives anticipées de fin de vie, elles sont légiférées et les directives anticipées en psychiatrie, elles ne le sont pas. Donc ça, après, je pense que c'est un peu le boulot de Monsieur Starkman qui va passer derrière nous, de faire justement remonter ça. En tout cas, on a pu se rencontrer, c'était en 2020, il me semble, pour une rencontre très constructive autour des recommandations et dans les recommandations du CGLPL fait par le rapport de Madame Adeline Hazin à l'époque, c'était le terme de directive anticipée qui était employé. Donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé là-dessus pour justement justifier les directives et non un autre Merci Nicolas. voilà. Et voilà. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. On va passer à la situation suivante avec le professeur Franck, qui est chef de pôle sur le vinatier, qui va pouvoir nous partager son expérience, qui est extrêmement importante parce qu'on connaît la place pour l'implémentation justement des psychiatres et notamment des chefs de pôle là-dessus. Bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, je vais vous dire en un mot, oui, c'est possible de mettre des directives anticipées, les généraliser sur un pôle de psychiatrie générale. Et il y a des contreparties, il y a des prérequis. C'est vrai que ça va aller mieux si vous transformez l'offre de soins complètement et si vous mettez le rétablissement au cœur des pratiques. Parce que si vous mettez simplement des directives anticipées, ça parlera à personne. Par exemple, je suis allé voir l'un des médecins des urgences, je ne cite pas son nom. Je lui ai demandé si les directives anticipées étaient consultées. Elle m'a dit non, on n'a pas le temps. Donc effectivement, on peut toujours les remplir. On en a fait remplir, Antoine Simon, qui a dû parler ce matin, qui est ici, on a fait remplir 150 sur différents services de Lyon, pas seulement du vinatier. Quand on a fait l'étude d'Aurélie il y a 2-3 ans maintenant, avant le confinement, là ça marche, on les fait remplir, mais si elles ne sont pas consultées, ça ne sert à rien. Donc moi, je pense que vraiment les directives anticipées ont tout leur sens si on généralise les pratiques orientées rétablissement. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre à plat quand même le secteur de psychiatrie générale. Je suis désolé, mais on ne peut pas tolérer une organisation à l'ancienne, à bout de souffle, avec simplement un petit cache-misère en plus. Ça ne va pas marcher. Donc, je ne suis pas venu vous dire que ça va être simple. Je suis venu vous dire c'est possible, mais il faut vraiment un gros changement, réorganiser l'offre de soins en France, l'offre de soins publics. Et il y a des choses qui sont très concrètes à faire. Ça veut dire, par exemple, évidemment, s'appuyer sur des personnes engagées. Ça ne s'improvise pas. On essaye de les trouver. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver. Et pour le pôle centre-rive-gauche, dont je m'occupe au vinatier, c'est évidemment plus facile parce que c'est les cadres supérieurs de santé, parce que les médecins, les chefs de service, la plupart des infirmiers, tous les IPA, tout le monde est à fond pour ça. Donc, évidemment, c'est facile. Mais ce n'est pas facile d'un coup. Ça a été facile en quelques années. Parce qu'au départ, quand j'ai pris cette chefferie de pôle, les médecins sont partis, les infirmiers sont partis. Il a fallu tout reconstruire à zéro. Tu peux témoigner, Laurent, tu pourras
tu pourras dire ça. Mais je pense que ça vaut le coup. Et je peux m'adresser aux chefs de pôle qui sont ici. Il y en a plusieurs dans la salle, qui l'ont été, qui le seront, à tour de rôle. Je peux m'adresser aux psychiatres ou à tous les décideurs. Oui, ça vaut le coup. En tout cas, on a besoin d'aide pour faire ça, et on a besoin d'un canevas, ça veut dire une structure. Qu'est-ce qui permet que l'engagement, finalement, puisse aboutir à quelque chose de concret pour la population dont on s'occupe. Parce que je pense que c'est ça qui est important. Et les directives anticipées, comme d'autres outils de rétablissement, c'est une des clés pratiques. Mais cette clé pratique, comme d'autres, comme le plan de suivi individualisé, comme évidemment la psychoéducation pour tous, la remédiation cognitive, tous les outils de réhabilitation psychosociale au cœur du secteur, toutes ces clés-là, elles vont fonctionner dans une bonne organisation. Et la bonne organisation, je veux juste en dire quelques mots parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je profite qu'on est là tous ensemble pour utiliser ce temps pour ça, parce que ça me semble important, c'est un accès aux soins plus précoces, éviter au maximum les hospitalisations, surtout sous contrainte, qui sont potentiellement traumatiques. Ça, on le voit tous les jours. Quand on hospitalise quelqu'un sans son consentement, on aboutit à des isolements, à des contentions qui sont traumatiques. Donc si on veut un secteur qui ne l'hospitalise pas, ou le moins possible, hospitalise pas, c'est pas possible, mais le moins possible, oui, ça c'est possible, ça veut dire quand même mettre en place un dispositif d'accès aux soins plus précoce qui ne passera pas par les urgences. Ça veut dire créer sur toute la France des centres d'accueil, d'évaluation et d'orientation avec des moyens publics. C'est ça que je défends en ce moment parce que je pense que c'est extrêmement important. Sur un territoire de santé, un peu de temps médical. Nous, pour 250 000 habitants, c'est moins d'un équivalent temps plein. On voit 1000 patients par an avec moins d'un équivalent temps plein de médecins, de psychiatres que j'ai redéployés, 2 infirmiers, 2 psychologues, une secrétaire temps plein et 2 internes en général. Et ces gens-là, on les voit dans les quelques jours, on les oriente dans les dispositifs publics, privés, associatifs, en tout cas, on les oriente au bon endroit pour que leur trajectoire de santé mentale n'ait pas le temps de se dégrader et qu'ils n'arrivent pas quelques années plus tard, ou même quelques mois plus tard, aux urgences dans un état catastrophique, avec toutes les conséquences traumatiques dont on a parlé. Ça veut dire créer ça, un accès précoce aux soins. Ça veut dire créer évidemment des équipes mobiles pour aller soigner les personnes qui ne peuvent pas aller aux soins. Donc là, les verts, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus, je suis sûr que Karine Guizard-Lecomte en reparlera. C'est essentiel, typiquement pour le pôle centre-rive-gauche, ça veut dire 2 équipes mobiles avec environ 32 à 35 équivalents temps plein, qui peuvent suivre 150 à 200 personnes par an seulement. Le centre médico-psychologique, ça veut dire le restructurer de telle sorte que les soins soient orientés vers le rétablissement, que les personnes accèdent autant que faire se peut à la psychoéducation, à la déstigmatisation, à la réduction d'autostigmatisation, à la remédiation cognitive, à tout ce qu'il faut pour que les personnes aillent mieux, tous les soins de réhabilitation psychosociale. Ça veut dire quand même que tout le monde ait ça en tête tout le temps, avec une file active énorme, un afflux de patients énorme. Donc ça veut dire, forcément, il faut que les psychiatres soient engagés, il faut que les IPA soient engagés, il faut que les infirmiers soient engagés, parce que sinon, ça ne va pas marcher. La tendance naturelle de la population, des pouvoirs publics, enfin de l'autorité publique, de la police, des pompiers, etc., c'est d'emmener tout le monde aux urgences en permanence. Et les urgences, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une cellule de tri à l'entrée. C'est pas orienter les personnes sur les bons soins, c'est j'hospitalise pas. Là, le collègue qui a fait la garde cette nuit au Vinatier m'a dit, je me suis couché juste avant 6 h du matin. C'est sans arrêt. La dernière fois que j'ai fait une garde, c'était 60 passages dans les 24 heures. Tant qu'on ne va pas... 28 patients hospitalisés pour 12 box. Voilà, ça, les Vinatier, c'est comme ça, mais les autres hôpitaux français, c'est pareil. Donc si on veut que ça marche mieux, il faut proposer autre chose. Donc il faut dériver le flux en amont. D'où ma proposition de centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation. Donc un centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation, une gradation des soins en dessous avec priorité au suivi sur le CMP, avec CATTP de réhabilitation psychosociale et l'aide aux aidants en parallèle. Ça, c'est pour l'immense majorité des patients. Relais précoce sur les généralistes et sur tous les autres dispositifs. Le KDO, il réoriente plus de 80% des personnes sur le privé, les associatifs, etc. Il en garde moins de 20% sur le secteur. Ceux-là, ils sont pratiquement tous sur le CMP. Quelques-uns sont sur les équipes mobiles, 150 à 200. Et puis quelques centaines par an sont hospitalisés tant qu'on ne peut pas faire mieux. Mais vous voyez, une gradation des soins précise. La gradation des soins, ça va aussi jusqu'à définir aux soins du CMP qui est suivi uniquement par un psychiatre plus un case manager, ou un psychiatre plus simplement un infirmier référent. Enfin, c'est psychiatre plus infirmier référent, psychiatre plus case manager. Le grade du dessus, c'est équipe mobile. Ensuite, c'est équipe mobile plus hôpital de jour. Ensuite, hospitalisation. Vous voyez, une rationalisation complète du secteur est possible avec une redéfinition du contenu autour des outils du rétablissement. Et évidemment, pour que tout le monde s'engage en faveur du rétablissement, ça veut dire massivement embaucher des pères aidants. Sur le pôle, c'est 12 pères aidants en permanence, embauchés en propre au Vinatier, traités correctement, avec un statut de père aidant qui n'existe pas, mais en tout cas on le leur donne, on l'affiche, donc ça se passe bien. Enfin, ils sont des pères aidants. Il y a Elie Antoine qui est ici et puis quelques autres qui sont là. Ils sont traités comme des professionnels du pôle et ils apportent quelque chose, ils participent à la construction du projet.
Il n'y a pas de psychoéducation sans père aidant, bien évidemment. Il n'y a pas d'engagement dans les soins, il n'y a pas de directive anticipée sans père aidant. Et toutes les transformations se font en s'appuyant sur les pères aidants, qui sont extrêmement créatifs. Je cite toujours l'exemple d'une réunion au CMP il y a quelques semaines. Tout le monde se plaignait, ma fille active, je suis débordé, on ne s'en sort pas, c'est triste, les psychiatres, les infirmiers, c'est catastrophique. Les seuls qui apportent une dimension positive et qui disent on va faire ça, c'est super les projets, les pères aidants. Les pères aidants, c'est notre antidépresseur quotidien. Donc on a augmenté la dose, on est passé de 1 à 2, de 2 à 3, là on est à 12, puis je pense qu'on va monter à 15 d'ici quelques mois. Et on a besoin de cette dose d'entretien pour supporter l'adversité en ce moment. Donc les directives anticipées, oui, c'est possible, mais ça va dans un ensemble de transformations si on veut que ça fonctionne. Ces transformations-là, elles demandent d'être pensées. Et je pense qu'il faudrait un accompagnement, une réflexion à la transformation du secteur de psychiatrie générale sur la base de soins modernes. Je pense que d'autres ici dans la salle sont d'accord. En tout cas, moi, je suis partant pour qu'on réfléchisse à ça et qu'on avance très concrètement, parce que sinon, on s'enferme dans un système qui est à la fois ancien, à la fois nouveau, avec des gens qui sont tous mécontents, une pénurie de personnel, les médecins s'en vont, les infirmiers s'en vont, j'en connais qui font des pâtes, d'autres de la pâtisserie, enfin c'est triste pour des médecins, les infirmiers pareil. Enfin, je pense qu'on a quelque chose à faire en redonnant du sens. Et le sens, on l'a en travaillant avec les pères aidants, en s'appuyant sur des outils qui fonctionnent bien, comme les directives anticipées, et puis en ayant une structuration globale de toute notre offre de soins. Voilà ce que je pouvais dire en 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je vois, c'est vraiment extrêmement intéressant déjà de vous entendre dire que c'est possible que ça fonctionne. Et j'entends que finalement, les directives anticipées psychiatriques, ça peut être à la fois à la base du changement, mais il faut aussi que le changement ait lieu pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien comme ça peut modifier aussi la perception des soignants. On l'a dit, le fait d'intégrer justement des pères aidants, etc., de demander l'avis aux personnes, de chercher ce consentement. Et je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, ça va avec, et probablement que ça entraîne aussi, et ça nécessite aussi des transformations de l'organisation des soins. Travaillant dans une équipe mobile, je ne vais pas vous dire le contraire. Merci beaucoup. Monsieur Beaumont, sur le même établissement, je voulais, c'était important pour nous de pouvoir que vous puissiez préciser le rôle que peut avoir un ingénieur qualité en fait sur le déploiement de ce dispositif, parce qu'on voit dans beaucoup d'établissements effectivement que vous êtes impliqué dans le déploiement de ce type de dispositif. Merci. Alors, je vais déjà remettre les choses dans leur contexte et élargir à l'établissement ce que Nicolas vient de dire sur le pôle. Premier élément du contexte, l'hôpital du Vinatier, c'est un vieil hôpital immense, 10 pôles cliniques, et tout le monde ne va pas au même rythme et tout le monde ne fait pas vraiment la même chose. Alors que l'idée, c'est justement une organisation qui soit cohérente. En 2019, on a rebattu les cartes et on a eu un espèce de tsunami. Est arrivé tout à la fois le rétablissement, les équipes mobiles, une nouvelle façon de voir les choses. On a créé un collectif des usagers. On a commencé à parler d'expérience patient. Le Covid est arrivé par là-dessus. Et par la suite, effectivement, il nous manque 120 infirmiers, 60 médecins. Comment on implémente tout ça à la fois? On ne l'implémente pas partout à la fois et pas de la même manière. Deuxième élément qui est comment on implémente. Alors, j'ai pas la recette magique et je fais avec ce que je suis. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que moi j'ai mal tourné parce que j'ai pas toujours été directeur qualité. Avant, j'étais infirmier de secteur psychiatrique. Alors, ça aide à comprendre les choses. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas été, qui sont ingénieurs qualité, ne fonctionnent pas. Moi, je fonctionne de cette manière. Et deux autres éléments avant de voir pour l'implémentation. Il y a deux qualités en fait différentes qui marchent côte à côte. On a une première notion de la qualité qui peut être très traçabilité, HASienne, médico-légale. On parlait tout à l'heure d'alarme. Bientôt, si on met toutes les alarmes qu'il faudrait quand on ouvre un dossier, c'est plus un écran, c'est un sapin de Noël. On ne va pas y arriver. Et puis, c'est cette qualité qui prend du temps. Et du temps, plus personne n'en a. Et pourtant, c'est avec cette qualité qu'on va nous financer dans le prochain financement de la psychiatrie. Et puis, il y a une autre qualité qui plaît plus aux infirmiers parce qu'elle est plus clinique, parce qu'elle a du sens, parce qu'elle rentre dans leur pratique.
Et le travail du directeur qualité et de son équipe, je ne suis pas tout seul, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça et de rentrer et de bousculer un peu les choses. De pousser à la fois les soignants qui comprennent plus grand-chose. On leur a fait ce tsunami, tout arrive en même temps. Parler à des pères aidants, parler à des patients, ils n'en avaient pas l'habitude. C'était pas comme ça qu'on leur avait appris. Moi, la première fois qu'une personne concernée m'a parlé d'isolement-contention, j'étais pas franchement content d'apprendre que j'avais été un bourreau pendant 15 ans, que j'étais infirmier. Et si on ne prend pas un peu de recul avec ça, comme d'ailleurs les pères aidants ont pris du recul dans leur parcours de rétablissement, on n'y arrive pas. Et il y a toutes ces choses-là à mélanger avec des infirmiers qui, pour beaucoup, ne savent plus faire de psychiatrie, ont, pour certains, peur des patients et essaient de barricader, de mettre des règles et des conduites de vie et de l'éducatif sur des choses où il suffirait simplement de parler. Et on arrive de temps en temps à des aberrations qui tournent à l'événement indésirable, qui tournent après à l'isolement-contention. J'ai plein d'exemples en tête. Hein. Le patient ne veut pas débarrasser sa table. Honnêtement, est-ce qu'il est là pour ça? On s'en fiche complètement. Bah oui, il ne veut pas, puis tout le monde s'énerve, et puis ça monte, et ça finit en isolement. Ça, c'est plus possible, et on doit implémenter ces techniques. Je prends les directives anticipées, mais comme le rétablissement, comme la psychoéducation, etc., dans ce contexte. Et notre rôle, nous, c'est de bouger un peu les choses. Un coup, on bouge les soignants, un coup, on bouge les médecins, un coup, on bouge les patients. Parce que discuter au collectif des usagers, ça veut dire aussi leur donner le pouvoir, mais aussi de les persuader qu'ils en ont, aussi de les persuader qu'ils ne sont pas que des malades et qu'ils peuvent parler avec les patients. Et pour certains, c'est compliqué. Une de nos actions, ça a été d'impliquer les personnes concernées dans des groupes de travail qualité, mais aussi dans d'autres groupes de travail institutionnels. Ils ont beaucoup de mal à parler quand ils sont 2 avec 15 soignants autour. Et ça, c'est à nous aussi, on s'occupe un peu de ça aussi à la qualité, avec l'expérience patient, avec le recueil de l'expérience patient, etc. Ça, c'était une première chose. Le deuxième rôle, c'est plutôt de faciliter les choses, de ne pas rester arc-bouté. Ce matin, Antoine Simon parlait des directives anticipées, qui dans le pôle centre s'appellent comme ça, mais la CME a décidé. Après tout, on s'en fiche complètement. Je serai un qualiticien pur, je parlerai de gestion documentaire, qu'il faut que tout soit dans le même modèle, etc. Moi, mon idée, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait du bien au patient? Est-ce que c'est pas dangereux pour lui? Quand on a répondu à ces 3 questions, que ça s'appelle directive anticipée, finalement, les personnes concernées, ils s'en fichent un peu du nom qu'on leur donne. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir faire que ça s'appelle directive anticipée ou que ça s'appelle autre chose. On s'en fiche un peu. Et à la qualité, on essaie de s'en ficher un peu aussi. On essaie d'avoir des choses, de surfer sur des... On est des opportunistes. Ça marche bien au pôle centre. J'ai été voir les pères aidants du pôle centre. Je leur ai dit, ça serait bien que vous me fassiez une petite action de sensibilisation de demi-heure en visio, moitié présentation théorique, moitié discussion avec les participants. Ils sont OK, on va le faire. Parce que notre rôle, c'est de sensibiliser aussi le reste de l'établissement. Avec des tiraillements, ça ne marche pas tout le temps. Il faut accepter que tout le monde n'avance pas en même temps. On a pris notre politique, nous, c'est les pôles, c'est eux qui font leur qualité. Nous, on est là pour de l'assistance méthodologique et on est aussi un peu là aussi pour la traçabilité. C'est pas que ça, il en faut, on est payé avec ça. Voilà. Merci beaucoup. J'avais jamais vu la qualité de façon aussi attractive. Merci pour ces aspects, en tout cas, qui montrent l'importance aussi que vous pouvez avoir. Et c'est vrai qu'on voit, en tant que soignant, on voit souvent la qualité comme quelque chose de contraignant. Et c'est intéressant parce que de la façon dont vous le présentez, on montre que ça peut être aussi quelque chose qui va aider et soutenir en fait le déploiement du Si je peux juste préciser, par exemple, je parle pratiquement plus de gestion des risques. Je parle d'analyse des pratiques, je parle plus de qualité, je parle de la prise en charge, et j'ai cette facilité d'avoir fait des prises en charge. Merci beaucoup. Merci. Alors, ensuite, c'est au tour de Jonathan Biglietto, qui est infirmier de pratique avancée au GHU Paris. C'était important pour moi que vous soyez dans cette table ronde parce que j'accompagne et je rencontre beaucoup d'infirmiers de pratique avancée et souvent dans leur prise de poste en santé mentale, ils ont un peu cette mission de participer à la diffusion
des bonnes pratiques et notamment des directives anticipées psychiatriques, la mise en place des directives anticipées psychiatriques dans les services. Donc voilà, merci de nous partager votre expérience. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est une mission que m'a confiée mon chef de pôle du 8e et 9e arrondissement. Alors en fait, au GHU, il s'est formé un groupe avec essentiellement des cadres, des praticiens et également des collaborateurs du Vinatier comme Antoine Simon à partir de l'étude qui a été menée avec du coup Vinatier Marseille. Et donc on a utilisé l'outil, on a beaucoup dialogué autour, questionné sur le sens, la compréhension des questions et une véritable, on va dire, effervescence intellectuelle et se dire, bon après il faut le mettre en œuvre. Et là du coup l'étape secondaire était un peu plus compliquée. Donc on a décidé du coup de cibler deux pôles, donc celui du 8e, 9e et celui du coup du 19e arrondissement pour débuter. Sur la mise en œuvre, moi j'ai ciblé un peu plusieurs difficultés qu'on a vues, on va dire, ce matin. Donc c'est-à-dire qu'il y a des problématiques organisationnelles, on connaît très bien les difficultés de formation des équipes, de temps dédié. Et je pense également que la mise en place des AIP nécessite en fait une véritable réorganisation du temps que l'on accorde aux soins et de comment on l'inclut en fait dans le fonctionnement normal du service pour en fait pouvoir du coup accompagner le maximum possible de patients. Après, il y a aussi du coup un deuxième point qui est pour moi celui du manque de personnel avec beaucoup d'intérim et un turnover très important. Alors, à mon échelle, je pourrais un turnover très important sur Paris, donc du coup des difficultés à commencer et à faire tenir des projets sur la durée. Et puis, il y a après, pour moi, les problématiques de représentation. C'est-à-dire, on a vu ce matin les différentes terminologies qui ont pris beaucoup d'espace sur le plan de prévention, les DAIP. Effectivement, selon mon observation, c'est qu'une terminologie commune ou quelque chose de commun pourrait favoriser peut-être du coup des praxis communes, une diffusion plus aisée en fait du coup des DAIP. Et se pose également la question, en fait, peut-être d'une diffusion en lien avec l'assurance maladie. On voit notamment le dispositif sur les cartes vitales où on peut mettre nos documents en ligne. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait également se travailler. J'apprécie beaucoup le fait qu'on ait pu parler beaucoup des médiateurs santé-pair, puisque moi, en tant qu'IPA, j'y vois une véritable diade, en fait, avec la dimension clinique, la dimension expérientielle, et il y a une véritable synergie des compétences. Et puis, on retrouve quand même des points communs, puisque ce soit le MSP ou l'IPA, c'est-à-dire il y a souvent un fonctionnement transversal sur l'ensemble d'un pôle et une vision un peu systémique. Et l'IPA peut favoriser, je pense, à travers sa vision du pôle, l'implantation du coup d'un médiateur santé-pair et également du coup s'enrichir des expériences pour ensemble créer des dispositifs, des nouveaux éléments qui soient innovants dans le parcours de soins des patients. Et puis, ce qui est quand même assez intéressant, c'est les défis de l'implantation des médiateurs santé-pair qui quand même correspondent également aux défis de l'implantation actuelle des IPA. Il y a quand même un lien très commun, donc je pense qu'il y a un vécu transférentiel possible aussi. Donc du coup, effectivement, c'est l'un des éléments que je vois beaucoup. Et puis, je trouve également, après avoir fait quelques entretiens avec les patients, que la dimension de soins, pour moi, on enrichit véritablement l'alliance thérapeutique. Il y a une véritable prise de recul sur les hospitalisations, sur le parcours. Et outre le fait d'un parcours de soins, je parlerais plus d'une forme de parcours de vie, parce que ça permet quand même véritablement aux patients de se projeter. Et ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose de plutôt positif. Et j'aime bien dire en entretien que quand le patient est un peu angoissé sur certaines questions, notamment sur les questions des traitements, lui dire, mais en fait, ce qu'on construit ensemble, c'est quelque chose de positif. Et en fait, le temps qu'on a ensemble, c'est un temps d'échange qui vous permet vraiment
vous exprimer. Et du coup, j'aime bien le concept de self-advocacy, où le patient devient véritablement l'avocat de lui-même, et c'est lui qui, du coup, prend son positionnement en évoquant ce dont il a besoin. Donc, moi, j'ai vraiment hâte qu'il y ait davantage de médiateurs santé-père dans les services, puisque je pense qu'il y aura vraiment de beaux projets à l'avenir avec les IPA. Voilà. Merci beaucoup, merci. À toi, Ophélia, je pense que ça ne va pas être nécessaire de te représenter à nouveau. Si tu veux. Ophélia Lopez Hernandez, psychologue clinicienne aux hôpitaux de Saint-Maurice, pôle 12e arrondissement de Paris, et également présidente de l'association PRISM, Prévention, Rétablissement et Inclusion en santé mentale. Et effectivement, je vais vous parler de l'outil qu'on a créé entre l'association PRISM, les psychomes, avec le soutien de Santé Mentale France et de l'UNAFAM, et aussi les enjeux et les difficultés de l'implémentation dans les services qu'on a vécu, qu'on a vu. Mon GPS, donc, est un outil. C'est juste que je vais te demander de prendre peut-être un peu moins de temps que prévu pour qu'on ait le temps pour Madame Guizard. Si je me mets à parler vite comme une Espagnole, ça peut le faire. Mon GPS est un outil de mesure d'anticipation en psychiatrie, un mélange de plans de prévention, mais aussi des directives en cas de crise, en cas d'hospitalisation, pour aider à la réflexion, à la communication et à la négociation sur les aides à apporter face aux difficultés psychiques. Il a été créé entre 2018 et 2019, suivant une démarche de co-construction avec des usagers, des proches et des professionnels du sanitaire et du médico-social. Tout d'abord, nous avons voulu que mon GPS puisse être accessible à tous et utilisable individuellement, et pour cela, il est téléchargeable sur le site du Psychom avec des notices d'aide à l'utilisation. Vous les trouvez aussi à l'extérieur, on a amené des exemplaires. La question de la diffusion et de l'implémentation s'est posée dès le départ. D'une part, de par notre volonté de diffuser efficacement cet outil qui nous paraissait extrêmement pertinent dans une approche de rétablissement, mais aussi parce que la revue de littérature internationale que nous avons effectuée avec ma collègue Marie Condemine a mis en avant de nombreux freins à l'implémentation, comme Frédéric Moujou nous a rappelé ce matin. Parfois, effectivement, des outils trop longs, trop complexes, construits par les professionnels, pas compris par les parties, entendus souvent comme une contrainte en plus pour les soignants, et donc peu utilisés ou vite délaissés, y compris dans les pays où les mesures d'anticipation en psychiatrie sont encadrées juridiquement. Pour éviter que cela ne devienne une contrainte en plus, un outil de plus à remplir, sans trouver du sens, nous avons souhaité dépasser donc ces freins et favoriser un mode d'implantation souple, tout en soulignant des points de vigilance pour assurer une réelle mise en place de façon pérenne et transversale. Une des erreurs sur laquelle on peut tomber facilement est de penser qu'à la rédaction et à l'application uniquement. Pour nous, il y a des étapes indispensables à réfléchir en amont, afin de faciliter donc l'implémentation généralisée et pérenne. Il faut réfléchir à l'information, à la sensibilisation et à la formation des usagers, des professionnels et des proches. Les informer sur les intérêts, mais aussi les limites de ce type d'outils. Par exemple, nous, au pôle 29e secteur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où nous avons débuté ce projet, nous avons réalisé de l'information de l'ensemble du personnel. On s'est déplacé dans chaque unité de soins, mais aussi chez tous nos partenaires médico-sociaux habituels. Il est important aussi de sensibiliser les instances de l'hôpital, et nous avons pu être invités, on s'est déplacé aux différentes commissions des usagers des hôpitaux psychiatriques. Concernant la rédaction, il est important de, effectivement, réfléchir au meilleur moment et au meilleur interlocuteur pour aider à la rédaction de mon GPS. Nous avons préféré un modèle souple. L'outil peut être rempli seul, il peut être rempli avec l'aide d'un professionnel du sanitaire, du médico-social, mais aussi avec l'aide, bien sûr, d'un père aidant, mais aussi d'un proche, en fonction de la volonté de la personne, mais aussi de ce qui est le plus pertinent dans son parcours. Il est également, il nous semble, plus simple pour les institutions de ne pas rigidifier ces processus de rédaction qui contraindraient effectivement l'utilisation et éviteraient l'implémentation généralisée. Par exemple, dans le pôle 12,
On a choisi de l'appliquer dans une multitude de possibilités. On l'utilise au CMP, on l'utilise à l'hôpital de jour, mais on l'utilise aussi dans notre programme d'éducation thérapeutique, comme elles font à Bordeaux aussi. On l'utilise, notre médiatrice de santé père, Judith Clément-Vereg, l'utilise quotidiennement. Voilà. On l'utilise aussi dans notre programme Pro-Famille et notre programme Bref. On présente aux familles l'intérêt de cet outil. Voilà. Concernant la question de la rédaction. Une autre étape extrêmement importante, ça va être l'étape du partage et de stockage. Effectivement, c'est une question qu'il faut réfléchir en amont avant de garantir la réelle application de l'outil au moment donné. Il faut donc pouvoir réfléchir cette question. Dans la démarche Mon GPS, la personne concernée est l'unique décisionnaire des modalités de partage et de stockage de l'outil. Par exemple, si elle souhaite l'intégrer dans son dossier médical ou pas. Mais évidemment, il est certain que plus l'entourage proche, équipe médicale, paramédicale, médico-sociale est informé de l'existence et du contenu de l'outil, plus celui-ci pourra être utilisé et d'une meilleure façon. Donc, dans la plupart, dans notre retour expérientiel, plus de 95% des personnes avec lesquelles on rédige mon GPS, depuis 4 ans maintenant que je l'utilise au quotidien, Marie Condemine, Judith, toutes ces personnes-là nous ont dit effectivement quand elles comprennent l'intérêt, elles sont d'accord pour les partager avec les équipes et avec leurs proches. Le stockage a été une question aussi difficile pour nous à résoudre. Et cela a été rappelé aussi par Brice Martin ce matin. La question du stockage est à réfléchir tout à l'heure cet après-midi. Et aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature internationale. Mais effectivement, c'est une question fondamentale. Où on va trouver, une fois qu'on l'a rédigé, où on va trouver pour que les équipes, en cas de besoin, puissent l'avoir rapidement et pouvoir l'utiliser. Donc, effectivement, l'outil informatique semble être une très bonne piste pour assurer un lieu de stockage unique, actualisé et sécurisé, en dépassant effectivement les lampes de Noël et toutes les alertes. Je pense par exemple au dossier informatisé, mais aussi à l'espace santé d'Amélie. On a aussi réfléchi également à ça. Parce qu'effectivement, il est intéressant de savoir que ce type d'outil, on va pouvoir... ce n'est pas que dans les secteurs de psychiatrie où la personne est suivie. La personne peut avoir besoin n'importe où, dans tous les territoires français. Donc, comment toutes les équipes peuvent avoir accès à ce type de mesures si besoin. Ce sont des questions à réfléchir. Dans tout cas, des questions à réfléchir, à régler en amont. Et voilà, nous, aux hôpitaux de Saint-Maurice, par exemple, on n'a pas encore le dossier informatisé, donc on doit faire avec, on fait des photocopies, et voilà, et on invente. Voilà, ça arrive aussi. Encore en France, il y a encore des hôpitaux qui ne sont pas encore informatisés, qui n'ont pas encore le dossier médical partagé. Voilà, donc dans tous les cas, la question du partage et du stockage doit être aussi réfléchie en amont et partagée avec les équipes. Quand on donne l'information, on donne la sensibilisation, la formation, on doit pouvoir parler de tout ça avec les équipes. Enfin, 2 derniers mots sur l'application concrète. C'est effectivement les moments où nous avons besoin, en tant que professionnels, je me situe de la part des professionnels, de trouver cet outil, de l'utiliser concrètement, par exemple en cas d'hospitalisation. Voilà, savoir où on le trouve clairement, trouver la dernière version, parce que la personne a fait un effort, a fait un travail de mise en place d'écriture, de réflexion sur ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle ne souhaiterait pas en cas d'hospitalisation. Donc, il est de notre devoir, tu parlais des devoirs tout à l'heure, il est de notre devoir de tenir compte en tant que professionnel pour essayer que ces moments de crise, ces moments extrêmement douloureux, se passent au mieux pour la personne, essayer de respecter au mieux ses souhaits qu'elle a rédigés à l'avance. Enfin, dernier point, c'est le point de l'actualisation. On n'a pas beaucoup parlé, je dis un petit mot. La question de l'actualisation, c'est aussi une question à réfléchir. Quand on va le refaire, avec qui, à quelle fréquence? Aucune donnée permet de dire quand est le bon moment pour réactualiser mon GPS. Cela dépend de l'adéquation du contenu avec l'évolution de la situation de la personne et de ses troubles. Chaque hospitalisation ou crise de la personne va permettre de dégager des savoirs expérientiels et il peut être intéressant
un petit peu après cet épisode, de reprendre la démarche de mon GPS. Ça a été extrêmement personnalisé. Ça peut être aussi dans des moments de transition, des moments de bilan, tous les 6 mois, tous les ans, dans les médico-sociales, où aussi, on a aussi implémenté mon GPS tous les ans quand on fait les plans d'accompagnement personnalisés. Voilà, dans tous les cas, cette question est extrêmement importante. Et dès qu'on réactualise mon GPS, tout de suite penser à l'étape partage et stockage pour permettre aux différents intervenants de bien prendre en compte la dernière version. Enfin, dernier mot pour dire que dans toute démarche d'implémentation, il nous semble, dans toute nouvelle pratique, nouvel outil qu'on veut mettre en place, les soutiens des directions hospitalières est fondamental, des directions tout court, que ce soit aussi dans les médico-sociales, et le pilotage effectif des médecins-chefs et des cadres de santé nous semble fondamental et précieux et indispensable. Merci beaucoup, Ophélia. En tout cas, ce que je retiens, c'est informer, former et surtout ne pas rigidifier l'accompagnement à la rédaction pour faciliter l'implémentation. J'entends qu'il y a vraiment des grosses différences dans les établissements et qu'effectivement, il faut que ça puisse s'adapter de partout si on espère une implémentation large. Donc, justement, pour nous permettre une vision peut-être plus globale, donc nous accueillons Madame Guizard, qui est responsable de projet pour la psychiatrie et santé mentale à l'ANAP. Ça y est, ça fonctionne. Merci. J'ai cette lourde tâche d'intervenir la dernière. Donc, ce qui n'est pas simple. Alors, effectivement, vous m'avez sollicité pour que je vous donne un peu ma vision, enfin, en tout cas la vision globale de ce qui se passe. J'ai trouvé extrêmement intéressant, puisque depuis ce matin, je participe. Alors déjà, l'ANAP, qu'est-ce qu'est l'ANAP ? L'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance. Nous avons la chance d'être un groupement d'intérêt public et nous accompagnons les établissements médico-sociaux et sanitaires dans l'amélioration de leur performance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous nous situons à l'interface des directeurs d'établissement, des soignants, des pères aidants, des aidants, mais également nous sommes en relation avec la délégation ministérielle, avec le ministère de la Santé, le bureau R4, qui s'occupe spécifiquement des psychiatries. Et nous travaillons et nous nous saisissons un petit peu de l'actualité. Et là, nous avons quand même 2 grosses réformes qui interviennent, la réforme des autorisations et la réforme du financement. Et nous en saisissons pour justement questionner les missions. Et je reprends les propos du professeur Franck. Effectivement, il n'y a qu'en questionnant les missions qui sont dévolues à la psychiatrie et à la santé mentale que le système va pouvoir évoluer. Alors, effectivement, les dispositifs d'aller vers, nous travaillons actuellement sur l'implémentation des soins somatiques en psychiatrie, sur qu'est-ce que c'est un hôpital de jour. Et justement, à l'occasion de ce travail de groupe, nous avons parlé de directives anticipées. Et ces directives anticipées, nous, pour que tout le monde s'y retrouve, on a estimé que mon espace santé était le meilleur endroit parce que, justement, tout professionnel de santé y a accès. Et donc, c'est vrai que quand on parle de gradation des soins, quand on parle de réduire les hospitalisations, la personne peut arriver dans un service d'accueil et d'orientation, dans un service d'urgence, va interpeller un SAS, puisqu'il y a eu quand même 8 SAS, 8 volets psy de SAS psy qui sont expérimentés. Et tous ces dispositifs concourent justement à faire évoluer les missions, les pratiques. Alors, nous ne sommes pas l'HAS, nous ne parlons pas de recommandations de pratiques. En tout cas, nous interpellons les professionnels sur des sujets. En tout cas, cette journée d'aujourd'hui, alors j'étais convaincue, mais je le suis encore plus aujourd'hui, je crois que désormais, nous ne pourrons plus nous passer des aidants et des pères aidants au sein de nos groupes de travail, parce que je pense que leur réflexion est extrêmement importante. Nous allons travailler bientôt sur les fameux protocoles de transition. Donc oui, nous allons travailler notamment avec Olivier Cancel, mais pas que lui,
sur justement mon GPS à destination des adolescents et des jeunes adultes. Et puis actuellement, nous travaillons avec des personnes qui sont extrêmement intéressantes sur le territoire, qui sont les coordonnateurs de projets territoriaux de santé mentale, que nous avons questionnés. Nous avons eu 88 réponses à un questionnaire et on leur a demandé, alors on avait beaucoup de questions, mais en tout cas, on leur a demandé ce sur quoi ils voulaient travailler, quelles étaient leurs préoccupations. Alors, outre le fait de l'attractivité médicale et paramédicale pour laquelle l'ANAP ne peut pas faire grand-chose, ils nous ont interpellés sur toute la dynamique de prévention. Et ils nous ont interpellés aussi, qu'est-ce que c'est les aidants, qu'est-ce que c'est la pérédance. Donc, nous avons répondu à cela et nous invitons des aidants, des pérédants. Nous allons leur présenter qu'est-ce qui existe en France comme dispositif pour que, dès lors qu'ils seront de retour au niveau de leur territoire, vu qu'ils ont un rôle de coordination, qu'ils puissent aller interpeller les uns les autres et puis qu'ils puissent faire en sorte que, alors peut-être pas les directives anticipées en tant que telles, mais en tout cas que les aidants puissent se positionner dans une fiche action, puisqu'il faut bien la mettre quelque part, et puissent parler de directives anticipées. Alors, exercice très difficile. En tout cas, nous évertuons à essayer d'accompagner les établissements en proposant des modèles qui nous sont présentés par des professionnels qui nous paraissent assez vertueux. Et puis, nous essayons de présenter des modèles intéressants, donc assez, qui peuvent être transposables, transformables. Et vu que notre mission évolue, nous allons ensuite pouvoir faire des appuis de terrain pour pouvoir accompagner soit un établissement, soit un territoire au sens PTSM du terme, pour pouvoir transformer leurs organisations et leurs pratiques. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de cette journée parce que je suis arrivée avec un peu en me disant, directive anticipée, oh là là, ça me fait penser à la loi Leonetti. Et puis en fait, je me dis que ce n'est pas tant la terminologie qui est importante, c'est surtout ce qu'on y met derrière. Mais en tout cas, ça fait prendre conscience que c'est un point sur lequel il faut qu'on s'arrête. Et donc désormais, nous ferons appel aux aidants et aux pères aidants pour qu'ils s'associent, qu'ils soient associés à nos travaux. Voilà, je terminerai avec cela. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste une question aux participants avant de passer peut-être au moins une question du public. C'était une question pour l'intervention d'avant, mais je trouvais ça intéressant de la poser maintenant parce que la question, elle était par rapport aux urgences. Comment est-ce qu'on fait pour la prise en compte des directives anticipées psychiatriques aux urgences? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez eu à faire face? Et est-ce que ça a pu fonctionner? Allô, allô, oui. Alors en fait, dans l'idée de base, donc ce matin, en fait, dans l'esprit des directives anticipées, donc comme on l'a dit, ça se fait pas seul, etc. Comme l'a souligné Nicolas Franck, seul, en effet, le simple papier qui traîne un peu comme ça et basta. Donc l'idée, en fait, de contraindre les services psychiatriques à faire appel aux directives anticipées quand la personne le demande ou quand la personne de confiance le demande. Je pense que, mais ça doit être indispensable, mais ça passe que par la loi, ça passe pas par autrement, ou alors par des bisbilles. Concrètement, nous dans l'équipe mobile, c'est vrai qu'on a une pratique sur les contraintes, en tout cas, où en fait on banalise de A à Z tout l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on prévient la personne, ensuite on revient le lendemain, là où elle est dans la rue, pour le coup. On prévient s'il y a une personne de confiance, trois quarts du temps, enfin une personne de la famille, etc., parce qu'au niveau légal, on est obligé. Donc on le fait. Trois quarts du temps, évidemment, il n'y a personne. Donc du coup, on est en nombre pour faire l'intervention. Voilà, donc ensuite on appelle les pompiers. Alors nous, à Marseille, on a les militaires, pas de chance. C'est pas non plus les plus futus du monde, on va dire, par rapport à ça. Sans doute quand c'est... non mais désolé, hein, mais j'ai rien contre les militaires, mais bon, un peu quand même. Et, mais, les généralités peut-être. Voilà, on va pas généraliser, mais ceux de Marseille sont quand même... Et du coup...
Et en fait, non, c'est pas ça, parce que eux, en fait, c'est le feu et compagnie. Et quand ils voient un clochard qui décompense à poil dans la rue et qui leur crache au visage, en fait, c'est difficile de dire, ouais, elle est directivement anticipée, quoi. C'est très difficile. Donc, du coup, nous, on essaie de faire médiation, en fait, à ce moment-là, par rapport à ça. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est en nombre, pour rester auprès de la personne, auprès des acteurs publics, en fait, qui interviennent. Et ensuite, au sein des urgences, pour venir aux urgences, pardon, on appelle en amont le service de secteur, vu que c'est sectorisé, comme je vous expliquais tout à l'heure, selon la date de naissance. On prévient s'il y a une place ou pas, s'il n'y a pas de place, si on peut décaler, s'il n'y a pas trop d'urgence, on reste en veille très surveillée auprès de la personne. On la voit s'il faut 2-3 fois par jour, etc. Voir comment elle va. Si c'est vraiment urgent, on l'hospitalise. Et on reste avec elle dans le camion jusqu'à l'hospitalisation et dans le box Alors, et compagnie. j'entends, voilà. mais étant sur le terrain, enfin nous en tout cas, on n'a pas. Parfois, les gens rentrent la nuit, on n'est pas au courant qu'ils vont aux urgences. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté de. Alors, je crois, professeur Franck, que vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus. Oui. Non, simplement, moi je crois qu'effectivement, la meilleure chose, c'est quand même que les médecins soient motivés. Donc ça peut passer par la formation. Typiquement, ce qu'on fait là dans les prochains mois, c'est une formation par les pères aidants pour tous les internes du DS de psychiatrie de Lyon. Il y en a une 130 environ. On va tous les former. C'est une journée complète sur les directives anticipées, qu'on prépare d'ailleurs demain avec les pères aidants du pôle. Et puis comme ça, on espère que ça va rentrer dans leur fonctionnement, puis qu'ensuite, ils vont aller chercher les directives anticipées quand ils verront un patient aux urgences la nuit. Alors ça, c'est les internes, il faut le refaire plusieurs fois, puis au fil du temps, ce seront les futurs PH et ça marchera. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que la loi soit là pour évidemment encadrer les choses. C'est ça, ouais. C'est sûr que quand on parle de la loi, je pense que la question de l'obligation de consultation, au moins, même si on ne va pas vers l'obligation d'application, je pense que l'obligation de consultation, elle me paraît à un moment indispensable pour qu'on puisse avancer. Faut pas toucher. Pour les urgences, c'est vrai que Vinatier, on assure les urgences des 3 hôpitaux psychiatriques de Lyon, enfin du Rhône, pardon. Et déjà, les niveaux ne sont pas les mêmes. L'implémentation n'est pas la même du tout. Et pour l'instant, on se borne aux patients qu'on connaît. Et effectivement, on a un système d'alerte lors de Noël dans le dossier, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant non plus parce qu'il n'y en a pas assez en amont. Et la question des PTSM, c'est vrai qu'elle est importante parce que directive anticipée, ce matin, j'entendais directive anticipée en santé mentale. Et je pense que si on ne mouille pas aussi le médico-social là-dedans, on va perdre des choses. Non, mais c'est sûr. Et puis le problème, c'est que c'est très hétérogène. Les gardes ne sont pas faites par des psychiatres qui sont formés pour faire des gardes. C'est pas une équipe fermée, c'est ouvert à tout un tas de psychiatres. Donc effectivement, pour homogénéiser les pratiques, c'est très compliqué. Donc la seule solution, c'est de former absolument tout le monde, tous les futurs psychiatres. Ok. Et les infirmiers. Oui, bien sûr. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. C'est pas tellement une question, plus une remarque. Je suis Caroline Martin, je suis interne en psychiatrie. J'ai connu les directives anticipées tôt dans mon internat, donc j'en ai fait mon sujet de thèse. Et je voulais justement revenir sur les urgences. Et en fait, une chose qui m'a interpellée dans ma thèse, c'est que j'ai interrogé des psychiatres qui avaient mis en place, qui avaient en tout cas vécu la mise en place de directives anticipées pour leurs patients. Et il y en avait une qui me parlait de la responsabilité qui revenait davantage aux patients du fait de son autonomisation. Et moi, en tant que jeune praticienne, ça m'a vachement parlé parce qu'en fait, on peut avoir une crainte face à la judiciarisation en fait, des prises en charge. On peut avoir une crainte de prendre des risques, parfois justement quand on est de garde aux urgences, de se dire là, il y a un léger risque en effet qui est que ça se passe mal à l'extérieur, mais en même temps, le risque que je prendrais à l'hospitaliser sous contrainte, le risque de le traumatiser, il est énorme. Mais on est dans cette logique de justement les grandes observations. On écrit absence d'idées délirantes, absence d'idées suicidaires, absence. Il faut tout avoir checké parce que si c'est là, c'est qu'il y avait un risque et on peut venir nous chercher derrière. Et ça, c'est une crainte que pas mal de jeunes praticiens ont. Et en fait, le fait d'avoir ces directives anticipées et d'avoir la possibilité justement de s'appuyer là-dessus et de pouvoir prendre un petit peu plus de risques peut-être parfois, et que ce soit OK avec les proches, que ce soit OK avec le patient, ça soulage vachement quand même. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé ça en tant que jeune praticienne. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste passer, il y a 2 questions ou 2 remarques. Je vous demanderai si possible de faire. Bref. Oui. Pour pas qu'on ait... Le temps que le micro passe, je dirais juste pour compléter que sur la question du temps, je crois qu'il faut se poser la question, si on avait plus de temps dans les équipes, est-ce qu'on le passerait forcément à demander l'avis aux personnes concernées? Donc c'est pour ça que la formation, elle est importante et ce n'est pas qu'une question de temps. Bonjour à tous, je suis au ministère, donc bonjour Monsieur le Ministre.
Je me présente, je suis Fanny Mériot, je suis père itinérante. Je suis concernée par le handicap psychique depuis des années. Il y a très très peu de temps, j'ai découvert le mot rétablissement. Voilà, je viens d'un désert dont on ne parle pas. Donc pour moi, un frein conséquent justement au développement des mesures anticipées de psychiatrie, c'est déjà la géographie. On n'en parle pas ici, je le regrette un peu. Donc je prends la parole pour dire que oui, il y a énormément de déserts. Oui, il y a les numerus clausus qui font que il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de soignants. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire un tour de France justement afin de mettre un peu justement en avant toutes ces disparités régionales, toutes ces inégalités territoriales. Voilà, moi je viens d'un endroit dans les Ardennes, on ne sait même pas ce que c'est qu'un père aidant, on ne sait même pas ce que c'est qu'un VRAP, on ne sait même pas ce que c'est que les outils du rétablissement, on ne sait rien du tout. Voilà, donc quels sont les correctifs, Monsieur le ministre, si vous m'entendez, pour pallier à ces inégalités territoriales? Voilà. On a un besoin d'argent, de former les gens. Moi, je suis père aidante. Je suis venue avec un Flixbus. J'ai payé 7 € pour venir vous écouter. Voilà, c'est sur mes fonds propres, c'est du bénévolat. Heureusement, j'ai un collectif de pères qui sont en souffrance actuellement. J'ai une jeune qui est en formation de conseillère en insertion professionnelle qui souffre de troubles psychiques graves, qui vient d'être hospitalisée. Au bout de 4 jours, on la renvoie chez elle en lui disant « Mais écoutez, il va falloir apprendre à vivre avec vos crises d'angoisse. » Je lui dis « Mais est-ce qu'on t'a proposé des ETP? Est-ce qu'on t'a proposé des outils? Qu'est-ce qu'on t'a proposé ?» Ben non, pas d'outils. Merci. Voilà. Je vois que certains ont des doutes sur ce que vous dites et je veux juste aller dans ce sens-là, que je bouge beaucoup et c'est exactement la remarque que j'allais faire après. Je voulais dire qu'à partir du moment où on a 2 heures de Lyon, Paris et Marseille, clairement, moi je suis allée à des endroits, ils ne savaient pas ce qu'était un père aidant, ils n'avaient jamais entendu parler de rétablissement, je vous parle de professionnels de santé. Donc je crois qu'on ne mesure pas où on en est sur le territoire et il y a vraiment beaucoup à faire. C'est pour ça que je crois beaucoup aussi à la question de la législation pour obliger. Bonjour, je m'appelle Johanna. Je suis infirmière sur le GHU à Paris et j'ai eu la chance d'être médiatrice sur l'étude de recherche menée par Elsa Maître sur 2 ans et donc d'accompagner quelques patients à écrire et à porter leurs paroles tout au long de l'élaboration de ce plan SOS. Moi, je voudrais juste, d'abord, merci pour cette journée. Je voudrais juste dire que c'est le genre de mission qui donne du sens à notre fonction et qui nous font continuer à nous lever le matin. Et donc, je trouverais dommage que la fonction de médiateur soit uniquement dédiée aux médiateurs de santé père, même si je connais leurs valeurs et que d'ailleurs je co-anime avec l'un d'entre eux un groupe de TP pour les proches et je trouve ça sensationnel de pouvoir travailler avec eux. Mais voilà, je ne voudrais pas qu'on érige des frontières entre nous et les médiateurs pères. Je voudrais qu'on fasse des choses ensemble. Et voilà, en fait, voilà ce que je voulais dire. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour les remarques, réflexions. Il y a encore beaucoup de choses à aborder. On arrive... Ah oui, mais là, du coup, je suis désolée, à moins que vous vouliez tous partir à 19h. Mais en fait, il y a encore des conclusions. Du coup, il faut... Attendez, je regarde l'heure quand même. Non, mais c'est... Moi, je voulais peut-être, si tu me donnes juste... Non, mais juste dire que dans le chat, il y a quelqu'un qui écrit « Dans certains problèmes de santé somatique, les malades portent sur eux les indications indispensables à leur santé en cas de crise. Pourquoi pas la même chose en psychiatrie ?» Voilà, c'est juste que je voulais vous partager cette remarque. Voilà, pour partager un petit peu les réflexions qui sont larges et qui sont assez denses dans le chat.